Bonjour à tous. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Guy. Bonjour. Alors, cette semaine, il n'y avait pas de match ce week-end, donc pas de retour sur le match avec Yves et Corinne. Mais on a décidé, donc Montbrison TV, on a décidé de rendre hommage à celui dont tout le monde a parlé récemment avec l'inauguration de la nouvelle salle, André Dubruck. Salle maintenant qui est donc affectée proprement au basket montbrisonnais. Et on a voulu, les anciens connaissent bien André Dubruck, mais on a voulu faire un petit retour sur son parcours de vie. Donc merci Annie, merci Guy. Annie, donc tu es la fille d'André. Et j'aimerais que tu nous parles donc de ton père. Qui était André Dubruck? André Dubruck, mon père, c'était quelqu'un qui avait un très gros cœur, qui était très généreux et qui s'est beaucoup investi dans ce qu'il faisait. Il s'investissait toujours, et plus particulièrement pour le BCM. Le dimanche soir, quand les résultats n'étaient pas très bons, on avait des soupes à la grimace. Alors ça lui était venu comment cet amour pour le basket? Je crois qu'il faisait partie à Montbrison, il était orphelin de père. Il faisait partie, je crois, des petits fifres ou des petits fifres, des petits fifres montbrisonnais. Il y avait un patronage et il y avait un prêtre qui s'en occupait. Et je crois qu'ils ont eu idée de créer du basket en 1934. 1934. Voilà. Alors, il était à l'origine donc avec les petits fifres. Il y avait d'autres personnages qui gravitaient aussi. Il y a une photo, mais je ne l'ai pas retrouvée. Une photo où ils sont tous là. Il n'y avait pas que. Il y avait évidemment Soleillant et lui. Mais après, il y a eu... Puis Antoine Pierre. Non, je pense pas tout de suite. J'ai une photo à la maison, mais il y avait... Je ne saurais pas. Il y en a un qui s'appelait Romain Chaud, non? Oui, Romain Chaud, oui. Romain Chaud. Je ne saurais pas, il aurait fallu que je révise mes classiques. Mais Donc, ils l'ont créé en 1934, et tout de suite, il y a eu des matchs, mais ils partaient faire des matchs à Sorel-Malpuy ou ailleurs à vélo. Est arrivée la guerre, et ils sont partis... là, mon père était parti avec Soleillant en service militaire, et puis après, en 39-40, il y a eu la guerre, ils ont été mobilisés, et mon père a été démobilisé en 40 parce qu'il était orphelin de père. Donc voilà, je pense que là, ils ont continué à être dans un championnat. Ils faisaient des matchs avec Saint-Étienne, Romain-le-Puy. Enfin ça, j'avoue que je ne sais pas très bien ce qui se passait, mais ça continuait. Et à la fin de la guerre, donc en 1945-46, ils ont été invités à un tournoi à Genève. Et ils sont partis il y avait Félix Palmier qui était président à l'époque. Ils sont partis avec la voiture de Félix Palmier qui était une ancienne voiture. Et c'était pour les emmener, je crois que c'est Tari qui avait Jean-Marie Tari, qui avait prêté les camions pour partir. Donc ils ont été reçus à Genève et puis ensuite, je crois, à Lausanne. Et c'est en revenant qu'avec Soleillant, ils ont dit il faut qu'on fasse un tournoi. Donc c'est grâce à cette invitation qu'ils ont eue en Suisse qu'est née l'idée du tournoi. Et ils sont arrivés là-bas à Genève et à Lausanne à un moment juste après la guerre, et ils racontaient toujours qu'ils voyaient du chocolat, des victuailles dans les vitrines. Ils étaient pourtant pas bien privés à Montbrison. Donc, ils étaient dans l'abondance déjà. Pour lui, la jeunesse, c'était super important pour ton père. Oui, je pense que c'était... S'occuper des jeunes. Oui, s'occuper des jeunes, c'était surtout se mobiliser pour quelque... Il en avait fait partie, hein, c'était son... Comment dirais-je... C'était son activité, je dirais pas que c'était sa danseuse, mais presque. Et c'était un investissement. Il aimait organiser. Puis il allait surtout au bout des choses. Et surtout que quand on rentrait à la maison ou qu'il aille ailleurs, tout le monde avait soit faim, soit soif. Donc, il aimait organiser, mais il aimait beaucoup les gens aussi. Il aimait le contact. Il aimait les gens, oui, il aimait le contact.
Il aimait beaucoup il n'aimait pas tous les gens. Il n'aimait pas tous les gens. Il ne fallait pas qu'on lui fasse un petit dans le dos, parce que là, les gens s'en rappelaient. Oui. Non. Il pouvait avoir la dent dure. Hein. Oui. La vie familiale avec ta maman, donc c'était vraiment tourné basket. Il était très famille aussi. Très famille. Il était très famille, parce qu'on m'a souvent posé des questions, des joueurs qui m'ont dit mais comment ça se passait en famille, etc. Je dois dire que je pense moi n'avoir jamais souffert de ça. Ah ben, peut-être que mon père n'était pas là, bon, maman des fois rouspétait, mais je veux dire que quand il y avait des problèmes dans la famille, il était le premier à résoudre les problèmes. Et il y a eu des problèmes dans la famille, et mon père a été le premier, était toujours là pour... C'était un pilier. Ah oui. Donc là, je dois dire il laissait pas tomber ni la famille, ni... Moi j'étais sa préférée. C'était sa petite fille unique. J'étais fille unique, j'étais effectivement... voilà, donc j'étais très gâté. Hein. Et il parlait souvent de sa femme avec des termes très élogieux, il l'appelait la religieuse. La religieuse, la baronne. Et la papa. Et maman a suivi. Hein. Je me souviens un jour avoir découvert dans une armoire un petit carnet qui devait être un carnet, il n'en avait pas écrit beaucoup, mais qui était sur le voyage de noces. Ils se sont mariés en décembre 1941 et ils sont allés sur la Côte d'Azur. Et mon père avait organisé ça en fonction des matchs de basket. Donc, et sur les trucs, ils mettaient les menus qu'ils avaient eus, etc. Mais il avait tout organisé en fonction des matchs de basket, donc maman a été vite mise au pli. Mise au pli. Alors quelquefois elle n'était pas très contente, mais elle a toujours... Elle participait aussi, elle aimait le basket aussi, elle allait voir les matchs. Elle allait voir les matchs, oui. Elle était toujours là. Elle était toujours là. Elle était toujours là. Et quand il a été malade, qu'il a eu cet accident, etc., maman a toujours été là pour le soutenir. Alors, il a eu un parcours professionnel, donc il avait une épicerie à Montbrison. L'épicerie, c'était l'épicerie de ma grand-mère. Qu'il avait repris, donc. Parce que mon grand-père Dubruc, lui, à la place d'Hôtel de Ville, il était charcutier. Mais comme il est mort à la guerre, ma grand-mère a repris le magasin, a fait une épicerie parce que son beau-frère, c'était Cherblanc. La sœur de ma grand-mère était mariée avec un Cherblanc. Donc, il a repris l'épicerie. Et ensuite, mon père a repris effectivement l'épicerie. Et très vite, il a je ne sais pas comment ça s'est organisé, j'avoue, qu'il était représentant pour chez Cherblanc, puis après il a travaillé pour lui, et il représentait également la farine couturier. Voilà. Donc voilà. Donc dans cette maison, il y a toujours un cœur basket, puisqu'il avait créé ce dont on va parler maintenant, le caveau des Cordeliers. Donc il avait transformé en fait la cave de la maison en lieu de convivialité. Oui, alors lorsqu'il a vendu les murs de l'épicerie, parce que bien souvent tout se passait à l'épicerie. Toutes les réunions se passaient à l'épicerie. Oui, oui, beaucoup se passait à l'épicerie quand il y avait les réunions. Je ne sais pas s'il y en avait une par semaine ou un. Seul ayant venait à la maison. Et tous les deux, ils disaient, on dira ça, on fera ça. C'était le cœur du pouvoir. Exactement, voilà. Donc beaucoup de choses se passaient à l'épicerie ou dans la salle à manger à côté, où on prenait l'apéritif. Donc quand il a vendu le rez-de-chaussée, il a créé le caveau et il a eu l'idée de faire... Alors si tu veux, avant de parler de ça, je vais donner une anecdote, c'est sa naissance. Il nous a souvent J'allais en parler. Il nous a souvent raconté comment il était né dans une clinique à Montbrison qui s'appelait... L'hôpital. C'était à l'hôpital. L'hôpital, oui. Et il est né, il faisait que 3 livres. Alors qu'on a des exemples où il a dépassé le quintal toute sa vie pendant de nombreuses années. Donc on l'a trouvé à cette époque, il n'y avait pas de réanimation comme c'est fait aujourd'hui. On l'a mis dans une boîte avec du coton, une boîte à chaussures, on l'a posé sur le radiateur et dit on va attendre pour voir s'il se réveille comme il faut, etc., etc. Et finalement, ça fait un très très beau bébé et surtout un bel homme après. Oui. Voilà.
Donc après, il a été en classe à Montbrison, puis après, ma grand-mère l'a emmené, l'avait inscrit au petit séminaire. Et oui, comme il était assez dissipé, il était pensionnaire au petit séminaire alors qu'ils habitaient à 500 mètres. Hein. Et bien souvent, ses vacances, il les passait à Écotay parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui parce que ma grand-mère voulait peut-être qu'il fasse peut-être prêtre, mais enfin lui, ça lui a pas bien. Voilà. Donc il racontait une anecdote que une fois, les prêtres, ils mangeaient sur une estrade. Et après, une fois, je sais pas pourquoi, il était interrogé. Il a dit au prêtre en question, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Je le répète parce qu'il l'a tellement raconté. Tu l'as peut-être entendu toi aussi. Donc, il a été collé ou je sais pas quoi. Et on lui a dit, Dubruck, c'est ce qu'il racontait, ce soir, tu te mettras devant ton lit et toute la nuit les bras en croix. On parle de Macha Betteram, tu vois, bon. Donc il a dit ok, il s'est mis là. Dans la nuit, il s'est recouché. Et à 5 h du matin, il s'est vite relevé. Il s'est mis les bras en croix. Il a dit mais t'as passé toute la nuit? Il a dit oui. Donc c'est plein d'anecdotes comme ça. Le Seigneur est indulgent. Oui, le Seigneur est indulgent. C'était des bonnes sœurs qui venaient leur laver les pieds. Si ça s'arrêtait là. Enfin voilà. Donc et après, il est parti à Val-Benoît. Terminé ses études à Val-Benoît. Il est parti à Val-Benoît, je crois qu'il avait fait le mur à Val-Benoît aussi. Enfin bon. Donc il avait du tempérament. Il avait du tempérament, oui. Puis il vivait qu'avec des femmes, donc je pense que c'était ça aussi qui faisait. Parce que ma grand-mère, elle avait des bonnes, etc. Et lui, il vivait qu'avec des femmes. Par contre, il avait des cousins, dont Jean-Pierre Cherblanc, avec qui a financé la salle de. Voilà. Mais c'était son cousin Germain. D'accord. Qu'il aimait beaucoup. Ils sont très bien entendus. Pour lui, c'était comme un frère. Et c'est parce qu'ils se sont bien entendus qu'ils ont créé... Donc le passage de la salle Cherblanc à Dubruck, ça a été un passage logique. Oui, ça a été un passage logique. Mais c'est resté dans la famille. Oui. Enfin, cette salle a créé également pas mal de problèmes, mais enfin bon, on n'en parlera pas. On n'est pas là pour parler des problèmes. On va revenir donc en fait à ce dont on parlait tout à l'heure, le caveau. Le caveau, donc c'était un lieu. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse, remasser Patrick Bernolin qui nous accueille dans son caveau. Il a été inspiré en fait par André Dubruck et il a reconstitué lui aussi ce lieu qui se veut un lieu de convivialité, un lieu où on aime venir, on aime partager, on aime échanger, alors qu'on soit d'accord sur tout ou non, c'est pas le but, mais c'est un lieu où on aime la bonne chair, on aime se retrouver. Donc merci Patrick, j'en profite aussi, c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Ah bah oui. Donc joyeuse fête Patrick. Alors ce lapsus, ce caveau des Cordeliers, comment c'est venu en fait? Quelle a été l'idée? Je pense il voulait recevoir surtout les équipes, il voulait recevoir des amis. Comme on était en face, il y avait la mairie qui avait été autrefois un couvent. C'était donc le couvent des Cordeliers, donc c'est pour ça qu'il l'appelait couvent des Cordeliers. Voilà. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il recevait, surtout au moment des tournois de Pâques, après les matchs, mais il ne recevait pas que du basket, c'était des gens qui passaient, des clients, des amis, etc. Enfin, c'était un lieu de convivialité aussi, d'échange. On a vu beaucoup. Il y a un détail qui ne doit pas échapper non plus, c'est qu'il avait une particularité, ce caveau. Il avait une enseigne qui avait été à Montbrison, 4 rue de la Commanderie, une enseigne 4 faces avec le numéro 4, qui était l'enseigne qui signalait la présence d'un bordel à Montbrison, parce qu'il faut appeler ça comme par son nom. Elle y est toujours restée, je suppose. Oui, elle y est toujours restée. Donc c'était Et cette maison est fermée maintenant là. Malheureusement, oui. Malheureusement, depuis très longtemps. Du coup, donc, on va parler de ce qui se passait, des anecdotes, parce que Guy, tu dois avoir plein de choses dans ce caveau. Il s'est passé plein de choses. Donc, en fait, c'était essentiellement tu nous disais que ça servait donc pas que pour le basket, mais
les temps forts avec le tournoi de Pâques, par exemple, c'était vraiment un moment où le caveau vivait. Mais toutes les équipes étaient reçues au caveau. Toutes les équipes qui venaient à Montbrison étaient reçues au caveau. Donc c'est pour ça qu'il y a de... Donc il y a des livres d'or qui sont là pour attester, et c'est là que se sont noués énormément d'amitiés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés après, parce qu'il y a peut-être eu des anecdotes comme ça, mais c'était un lieu non seulement de convivialité, mais un lieu d'amitié surtout. Oui. Parce que l'amitié était le mot qui réglait tout chez M. Dubroc. Hein. Il la donnait, il aimait bien la recevoir aussi, mais il était très généreux. Il a donné énormément. Et on le faisait souvent appel à lui, je ne parle pas que du basket, mais pour régler des problèmes. C'était le conciliateur. Il y a une anecdote qu'il racontait, il avait des clients, je ne sais pas si c'était des boulangers, je ne sais plus où c'était, Saint-Georges-de-Ville ou je ne sais pas où, et le grand-père était décédé, ils étaient 3. Et il avait laissé 4 louis d'or. Donc, ils attendaient mon père pour savoir ce qu'on faisait du 4e. Et mon père leur a dit, vous le donniez au curé. On n'y avait pas pensé. Voilà. Ça c'était André. Oui, ça c'était tout mon père, ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, il a été parrain plusieurs fois parce qu'il y avait des problèmes, des fois des naissances, machin. C'était lui qui était parrain. Voilà. Alors Guy, des anecdotes qui t'ont marqué? Des anecdotes, je me rappelle surtout avoir vu des gens qui descendaient facilement, mais qui avaient beaucoup de peine à en sortir. Je peux même dire que Patrick, parfois, avait la tête qui tapait un peu. C'était pas, hein? Pas moi. Non, c'est pas toi. Mais bon, les souvenirs, c'était cette convivialité permanente. Est-ce que ça a coûté à M. Dubroc en Champagne? Ça doit être inestimable, parce qu'il était d'une générosité entre le rosé, il y avait beaucoup de rosé. Oui, il y avait aussi. du rosé, oui. Ça dépendait des clients. Hein, on changeait quelquefois, des fois c'était du rosé, des fois c'était du champagne, tout dépend. Et je ne sais pas, il était représentant pour Bessera-Belfond. Il avait été, oui, il était Bessera, oui. Et il recevait il vendait du Bessera de Belfond dans toute la région. Une marque de champagne. Donc, qui était repris par Ricard, je crois. Et donc, il recevait des containers. Les containers arrivaient devant la maison. Donc après, il y avait Martin qui venait, Lulu Martin. Ce caveau, il a vécu combien de temps? Eh bien, ça, c'était quand mes parents m'ont vendu, ça devait être dans les années... Parce qu'il n'y a qu'à regarder les premières dates, là. Les premières et les dernières? 43, je crois. Non, pas 43. 62. Inauguration en 1962. Oui, l'inauguration en 62. Et mon père est décédé en 92. Et le caveau s'est arrêté à la mort de ton papa? Bah oui, parce que même un peu avant. Même un peu avant. Encore que j'ai vu là ce qu'il y avait, il y a des gens qui sont venus. Mon papa est décédé en juin 92. En janvier 92, je crois qu'il y a encore des trucs. Donc de 62 à 92, voilà. Il s'était avec la disparition de maman qui est décédée en novembre 91 et mon père en juin 92. Vous savez ce qu'il est devenu, ce caveau? Absolument pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Mais c'était une belle histoire en tout cas. Le caveau, c'est une belle histoire. Unique à Montbrison. Et qui a fédéré beaucoup de gens. Et qui a marqué profondément les. Enfin, il y avait des gens, des fois, qui étaient un peu choqués parce qu'ils sont. Mais je pense qu'on en a parlé dans l'Europe entière. Parce que toute l'Europe a défilé quand même au caveau. Oui. Hein. Les relations du tournoi de Pâques ont fait que tous ces gens sont venus. Et on peut dire qu'à Montbrison, il est passé les plus belles équipes de basket européennes pendant le tournoi de Pâques. Et le Real de Madrid. Et c'est les relations personnelles qu'avait M. Dubroc qui étaient à l'origine de tout ça. Alors il avait, au cœur du basket, il avait des relations avec M. Busnel notamment. Busnel, oui, parce que Busnel, il avait joué à Sainte-Marie de la Guillotière à Lyon, quand il était jeune. Et je crois qu'il était arrivé un jour, il avait plus un rond, plus rien, etc. Et il est arrivé à la maison, et mon père l'a aidé, voilà. Et c'est qu'après, il en a eu une reconnaissance, je dirais pas éternelle, mais toutes les fois qu'il y avait un problème de basket,
on appelait Busnel. Busnel venait, il donnait des ballons quelquefois, parce qu'il avait un truc de ballon à Balbini, enfin bon. Donc on avait toujours le recours de Busnel qui venait quelquefois pour les tournois. Busnel qui avait été un international français, président de la fédération, et puis coach et entraîneur de l'équipe de France. Oui. En feuilletant ce livre d'or, je m'aperçois qu'il y a des textes, mais il y a aussi des dessins. Tu peux nous parler, par exemple, de ce... Là, c'était, je crois que c'était en 64, il y avait un tournoi vétéran. Oui. Donc, il y a les anciens du Real de Madrid qui étaient venus quelques années avant, qui sont venus avec un nommé Pinedo, Pinedo a été assez longtemps entraîneur d'une équipe d'Espagne. Et ils sont arrivés avec des chapeaux andalous et pour faire la fête et pour faire un match. Et maman a demandé je crois que c'était Emilio. Elle lui a dit, mais vous venez sans votre épouse, et il lui a dit, quand vous allez au Brésil, vous n'emmenez pas votre café. Donc c'est eux et ils sont revenus. Alors l'année suivante, ils sont venus avec leurs épouses, elles n'ont jamais compris pourquoi ils venaient à Montbrison. Ils venaient de Madrid, elles pensaient qu'elles allaient peut-être du côté de Paris, et arrivées à Montbrison, elles étaient un peu... Voilà. Donc c'était un de cette équipe qui avait croqué mon père. Qui avait fait cette caricature de ton papa. Oui. En feuilletant, donc je m'aperçois aussi, donc il y a certaines photos. Il y a une photo qui me surprend un peu. Je vois des moines. Elle représente quoi en fait cette image? Elle représente les moines du caveau que mon père avait créé. Il avait fait faire des robes de bure. Et une année, il était hospitalisé à l'hôpital de la Croix-Rousse pour une rétinite diabétique. Enfin, on lui faisait un traitement. Et il y a des amis qui devaient venir le voir. Et c'était au moment du Mardi Gras. Et il entend les infirmières qui disaient on ne sait pas comment on va se déguiser. Mon père leur a dit moi j'ai un déguisement, tout trouvé. Donc je crois que c'était Maurice Perret qui venait le voir et il lui a dit d'aller chercher, de demander à maman de lui donner les... Voilà. Donc il est arrivé avec les robes de bure à l'hôpital de la Croix-Rousse pour les infirmières. Alors, elle avait une histoire quand même, cette confrérie en fait. Non, c'était simplement le folklore. C'était pour dire de se rassembler. C'était le fun en fait. Oui, moi j'ai jamais bien participé, puis j'étais plus tellement à la maison. Donc voilà, mais autrement, oui, puis c'était surtout pour se créer moyen de... Ça a servi beaucoup aussi parce que une année, on a été intronisé chevalier du boudin d'herbe du Sabardin à Boin. Et d'ailleurs, sur la photo, il y a André Daval qui était président du PCN, et on y est parti habillé en bure. Et on a été intronisé en bure. Après avoir mangé 3 mètres de boudin chacun, on n'en pouvait plus. Et du enfin voilà, donc c'était une manière de se retrouver, de faire la fête. Voilà. De faire la fête, toujours cet esprit de... Oui. Il y a plein de photos là, qui sont sur la table, donc des photos de souvenirs, de temps forts. Si vous en aviez eu, j'aimerais que vous en choisissiez chacun une, et puis que vous nous disiez en fait que pour vous ce qu'elle ressent. Guy, je vais choisir celle-ci. Alors tu peux nous la montrer? Oui, parce qu'on parle beaucoup de M. Dubreuil, mais il y a beaucoup de gens, des auditeurs, qui ne savent pas de qui on parle. Physiquement, je parle, du moins. Donc cette photo est prise au caveau. M. Dubreuil qui est ici sur la partie gauche, et la personne qui est là, ça aussi représentatif de ce qui se passait au caveau, c'est M. Fernand Rossus, qui était président d'un très grand club de basket et de foot, qui est le Standard de Liège, qui est venu d'ailleurs au tournoi, tu peux le dire combien de fois, plusieurs fois. Donc ça, c'est assez significatif, c'est très parlant pour moi. Ça représente vraiment les gens que j'ai connus, que j'ai fréquentés. C'est vraiment le... C'est très parlant pour moi. C'est très parlant. Annie, tu en as sélectionné? Oui, je voudrais plutôt celle où il y avait l'épicerie, parce que j'en ai une avec l'épicerie. Voilà. Là, c'est une photo devant l'épicerie. Donc ça, c'est en août-juillet 61. Donc il y a des amis également que tu connais, Guy, de Belgique. Et il doit y avoir, lui, c'est Jean-Baptiste Ray. Il y a Jean-Baptiste Ray, il y a Pierre Genevrier, Janetta, ton frère, Daniel Stahl, mon père et les deux amis, couples et maman. Les amis belges. Voilà. Donc ça, c'était les réunions à la maison. Les réunions. À l'épicerie. Et puis il y a celle-ci, c'est la même,
mais avec maman et Madame Rossus, qui étaient devenues également très amies, toutes les deux. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait construire une maison en Espagne pour les deux couples. Voilà. Pour terminer, je voudrais, si tu avais à qualifier ton père, quel qualificatif tu lui donnerais? Pareil pour Guy, si tu avais à qualifier l'homme. C'était quelqu'un de générosité. Je dirais généreux, très sensible. Et je crois qu'il avait envie de toujours faire plaisir. Faire plaisir. Oui. Je crois, c'était ça. C'est ce que j'ai ressenti. Alors moi, en plus des relations du basket, c'est un secret pour personne, mais mon père et M. Dubruck ne se sont pas quittés toute leur vie. Donc j'ai vécu avec la famille Dubruck pendant toute ma jeunesse. Donc et les souvenirs j'en ai, c'est aussi bien des souvenirs du basket, mais c'est des souvenirs familiaux très importants aussi. Il y avait vraiment, je peux dire, de l'amour qui nous a unis. Mes parents et les parents Dubruck ont bu l'apéritif tous les jours ensemble pratiquement. Oui. Et ils ne sont pas quittés. Et je me rappelle, alors je ne vais pas parler de la fin dramatique de nos pères, mais M. Dubruck est décédé quelques mois avant mon père. Oui. Et ils ont vécu tous les deux les dernières années de leur vie en mangeant tous les deux. Je leur apportais parfois un petit truc que je prenais à Saint-Étienne, etc. Alors M. Dubruck avait un mot qu'il adorait, il dit l'imprévu. Il disait un veto, l'imprévu c'est bien. Et ils passaient les derniers moments de leur vie. Et c'est moi qui ai annoncé à mon père la mort de M. Dubruck alors qu'il était hospitalisé dans un état aussi un peu avancé. C'était un grand moment pour moi de vivre. Eh bien, merci à tous les deux de ce moment de partage. Ça nous aura permis de connaître mieux l'homme. Et puis, toujours dans ce cadre, je renouvelle mes remerciements également à Patrick qui nous accueille dans ce bel environnement qui va faire perdurer justement cet esprit de partage, d'amour pour les autres et de passion pour le basket. Merci à toi. Merci beaucoup. Richard.